question qu'on se pose pour commencer, docteur Gérard Kierzek, c'est est-ce que notre santé est en danger ? Est-ce que finalement notre corps est fait pour accepter de telles températures ? Alors, la température extérieure, c'est clairement une agression, puisque l'être humain est là pour avoir une température constante, à peu près autour de 37 degrés, et donc on va mettre tout en œuvre pour pouvoir maintenir cette température. Et un des moyens, c'est d'évacuer la chaleur. Quand la chaleur extérieure environnante augmente, il va falloir que cette chaleur soit évacuée de l'organisme, et pour l'évacuer, il y a un certain nombre de mécanismes, et un de ces mécanismes, c'est l'évaporation, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Donc nous, l'objectif du corps humain, c'est de maintenir à 37 degrés, et tout ce qui va venir perturber, ça va mettre en jeu un certain nombre de mécanismes de défense. Donc la chaleur, c'est vraiment une agression pour l'organisme pour éviter que la température ne monte, et si elle monte trop, et si elle se dérègle, elle se dérégule, et on sait que c'est l'hypothalamus, c'est une petite glande à la base du cerveau qui va réguler cette température, et à un moment donné, quand la température monte trop, le système s'emballe complètement. C'est ce qu'on appelle le coup de chaleur, une hyperthermie, un coup de chaleur qui peut monter à 41, 42 de température, avec des lésions cérébrales qui sont des lésions malheureusement qui sont irréversibles, et donc l'organisme, il faut lutter à tout prix contre ce coup de chaleur. Le deuxième risque, et c'est pour ça que c'est une vraie agression, c'est la déshydratation. Parce que forcément, quand vous allez transpirer pour évacuer cette chaleur, vous évacuez du liquide. Et donc, si vous ne compensez pas cette perte de liquide par des apports hydriques, c'est de l'eau, vous risquez la déshydratation. Or, on sait que le corps humain, c'est une bonne partie d'eau. Et plus on est jeune, plus c'est une partie importante. Chez un nourrisson, par exemple, ou un enfant de moins de 6 mois, 85% du corps, c'est de l'eau. Donc on imagine bien que s'il se déshydrate, 85% de ce composant vital va manquer et va disparaître. Et le troisième risque, mais ça Françoise en parlera tout à l'heure, c'est le risque de décompensation de pathologies sous-jacentes. Un patient qui est insuffisant cardiaque, ou vous avez une insuffisance rénale ou respiratoire, ou bien des médicaments neurologiques, ou des antiépileptiques par exemple, ce sont des médicaments qui interviennent sur le système nerveux et donc qui risquent de perturber le mécanisme de régulation de la température. Donc il y a vraiment ces trois conséquences à la déshydratation, le coup de chaleur et la décompensation d'une pathologie ou d'un traitement qui font que la chaleur, c'est dangereux pour la santé. Mais ça veut dire que le corps n'est pas capable de s'adapter ? Si, il est capable dans certaines limites. Il est capable, tant qu'on peut transpirer, tout va bien. Donc tant qu'on a de l'eau qui rentre en quantité et qu'on peut évacuer cette eau, une espèce de balance d'équilibre qui se met en place, donc ça va bien. Sauf que pour pouvoir transpirer, il faut que les vaisseaux se dilatent. Vous savez, quand vous avez la peau qui est rouge, il fait chaud, vous êtes rouge. Pourquoi ? Parce que vous avez un afflux sanguin qui permet les vaisseaux s'ouvrent et donc ça permet d'améliorer les échanges et de faire sortir cette transpiration. Imaginons que vous ayez un traitement, par exemple des bêta-bloquants qui vont ralentir la fréquence cardiaque. Donc votre cœur ne peut pas s'accélérer, donc le sang ne peut pas aller jusqu'à la périphérie, jusqu'à la peau, donc vous ne pouvez pas avoir une vasodilatation, les vaisseaux qui s'ouvrent, et vous ne pouvez pas transpirer. Donc la transpiration est bloquée et vous allez garder cette chaleur. Donc tout ce qui fait qu'il n'y a pas d'eau qui arrive, il n'y a pas d'eau qui peut sortir, ou alors vous avez un problème de régulation neurologique qui se passe mal parce que vous avez des médicaments qui vont interagir, ou l'aspirine qui est un médicament classique, mais à plus de 500 mg, on sait que ça peut perturber le fonctionnement du rein. Or le rein est indispensable pour la régulation des apports et des sorties d'eau par exemple. Donc tous ces médicaments, toutes ces pathologies vont venir perturber les mécanismes de défense. Alors imaginons une personne qui ne prend pas de médicaments, qui n'a pas de maladie particulière, est-ce qu'on réagit tous en revanche de la même façon ? On a l'habitude de dire par exemple que les gens du Sud supportent beaucoup mieux la chaleur que les gens du Nord, c'est vrai ? D'abord, ils sont habitués, ils savent très bien comment vivre avec la chaleur. L'habitude a un rôle, en fait. Bien sûr, l'habitude a un rôle, mais c'est un peu, j'allais dire, comme quand vous faites du sport, votre cœur, il a l'habitude d'avoir un effort, puisque là, on est sur un effort cardiaque et sur un effort respiratoire. Quand on vasodilate, quand on ouvre les vaisseaux, il faut que la pompe cardiaque, c'est la plomberie, il faut que la pompe cardiaque suive. Et donc, si vous êtes habitué à des périodes de chaleur et puis vous adaptez votre rythme de vie, c'est surtout ça, les gens du Sud. Quand on dit la sieste dans le Sud, c'est pas pour rien, c'est que la sieste, c'est à des heures les plus chaudes, c'est en post-prandial, c'est-à-dire après manger. Or, on sait que la digestion, ça augmente aussi la fréquence cardiaque, donc c'est au moment opportun pour pouvoir être tranquille, à l'ombre, dans un endroit qui est ventilé, pour éviter de mettre le corps à rude épreuve. Donc, c'est pas que le corps des gens du Sud est différent de celui du Nord, c'est qu'ils savent mieux gérer les vagues de chaleur. Et là, on parle de canicule, mais enfin, on voit bien que c'est un phénomène qui est récurrent et que chaque année, on a des épisodes comme ça. Et il va falloir qu'on s'habitue, il va falloir qu'on change nos modes de vie avec quelques habitudes, et notamment quelques habitudes de mode de vie plutôt que des habitudes médicales. On parle beaucoup de coups de chaleur.
C'est quoi exactement un coup de chaleur ? Alors, le coup de chaleur... Et quels sont les symptômes ? Le coup de chaleur, c'est quand votre organisme, la température monte et que vous n'arrivez plus à réguler. Vous êtes à 41, 42 de température. C'est une hyperthermie, une augmentation de la température. C'est un peu comme une fièvre très importante et que vous ne pouvez plus évacuer. Alors, on a donné un certain nombre de raisons. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le coup de chaleur, et notamment les dernières années, les coups de chaleur qu'on a eus et les gens qui sont décédés ou qui se sont retrouvés en réanimation à cause d'un coup de chaleur, c'était pas forcément des papiers et des mamies. C'était pas forcément des personnes âgées, mais c'était des gens qui étaient en pleine santé et qui disaient non mais la canicule c'est pas pour moi, qui se retrouvaient dehors et je pense aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics par exemple qui sont en pleine chaleur en train de faire des travaux, qui s'hydratent pas suffisamment. Et on se dit qu'ils sont jeunes, qu'ils sont costauds, qu'ils risquent pas grand chose. Ils sont en bon état général, etc. Et c'est eux qui font un coup de chaleur. Ça peut être le sportif aussi qui va jouer, il dit j'ai réservé mon cours de tennis, je vais aller jouer en plein été et qui va sans les précautions, déjà il faudrait pas jouer en plein été aux heures les plus chaudes, mais sans les précautions indispensables d'hydratation, de mouiller un peu les vêtements, de mettre une casquette. Le grutier aussi, on parlait des BTP ou des gens qui sont dans les travaux publics. Les grutiers, c'est encore pire parce qu'ils sont encore plus hauts. Ils sont à des dizaines de mètres en hauteur. Dans une cabine fermée, dans une cabine fermée, la réverbération. Donc le soleil va taper, comme on dit, encore plus. Et ce sont ces patients-là qui font des coups de chaleur. Ou les enfants aussi, les enfants qui font des hyperthermies. Les enfants, on avait vu une pub israélienne là, avec la pizza qui était cuite dans une voiture. Ça choquait un peu les esprits. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas laisser les enfants dans les voitures, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes. Parce que même s'il fait pas très chaud, et là il va faire très chaud à l'extérieur, donc c'est encore pire, mais même s'il fait pas très chaud à l'extérieur, à l'intérieur d'un habitacle de voiture, c'est assez terrible, même fenêtre ouverte. Les symptômes du coup de chaleur ? À quoi faut-il faire attention ? C'est quoi ? C'est un mal de tête ? C'est des vomissements ? Alors, ça commence par un mal de tête, par des vomissements, des nausées, vous êtes un peu somnolent et plus on va aller vers la température qui monte, plus on va avoir des symptômes neurologiques, des crises convulsives jusqu'au coma. Mais il y a des petits signes qui doivent vous alerter. Les maux de tête, les crampes par exemple, sont des bons signes avant-coureurs qui montrent qu'il y a déjà un état de déshydratation. Donc ça veut dire, sur ces maux de tête, sur ces crampes, il faut se mettre à l'abri, se rafraîchir par l'intérieur et par l'extérieur. Par l'intérieur, ça veut dire qu'on va boire en quantité fractionnée. Il n'est pas question d'aller boire 1 litre d'eau ou 2 litres comme ça et le renouveler plusieurs fois dans la journée parce qu'on le disait hier, il y a des intoxications à l'eau. Donc c'est 2 litres répartis sur la journée sans attendre d'avoir soif. Donc dès que vous avez un peu des picotements, des crampes, vous ne sentez pas très bien, vous vous hydratez, vous vous mettez à l'abri. C'est surtout ça, il faut aller se rafraîchir, le brumisateur, le ventilateur. Nous à l'hôpital, on utilise, alors, généralement les services sont climatisés, mais pas tous. Mais pas tous. Ah bon ? Et vous utilisez des petits moyens. Et les petits moyens, c'est quoi ? C'est des draps mouillés et mettre un ventilateur vers les pieds. Et donc, ça permet d'avoir un flux d'air qui permet de manière thermique de refroidir la température corporelle. Il n'y a pas la clim dans tous les services des hôpitaux ? Non, il n'y a pas la clim dans tous les hôpitaux. Bien sûr que non. Ah bon ? Il y a eu des efforts. Depuis 2003, il y a eu un certain nombre d'efforts, mais il y a encore plein de services. Quand on est malade avec cette chaleur, ça doit être super dur. Hein. Isabelle Quenin. C'est quoi la différence entre coup de chaleur et insolation ? C'est pareil, une insolation, c'est un coup de chaleur. C'est le terme un peu générique. Alors, le coup de chaleur, stricto sensu, le coup de chaleur. Merci Julie. Stricto sensu, le coup de chaleur, c'est la température extérieure qui va augmenter la température intérieure. Mais le coup de chaleur peut être sans soleil, par exemple. L'insolation, c'est lié au soleil. Mais le mécanisme est le même, c'est-à-dire que la température va augmenter. Anne Le Gall. Et la déshydratation, elle se manifeste comment ? Il n'y a pas forcément de fièvre. Non, il n'y a pas forcément de fièvre, mais déjà, vous n'aurez plus de capacité de transpiration, parce que quand il n'y a plus d'eau, vous n'avez plus de capacité de transpiration. Chez les enfants, on connaît les signes classiques, c'est le pli cutané, mais même chez les adultes, c'est-à-dire que vous avez la peau qui est moins souple, qui est moins hydratée, donc quand vous pincez un peu la peau, vous pincez un peu un peu, et théoriquement, on la pince au-dessus de sa main. Elle est élastique, voilà, vous la pincez au-dessus de votre main. Alors chez les sujets jeunes, chez les sujets âgés, effectivement, c'est plus compliqué, mais généralement, vous avez la peau qui se relâche et qui va, voilà, vous la pincez et elle va retomber, elle est bien hydratée, elle est bien souple, elle est bien élastique. Chez quelqu'un qui est déshydraté, vous faites ce petit pincement et le pincement va rester, c'est-à-dire que le pli cutané va rester. On a les yeux qui se creusent aussi, on a la respiration qui va augmenter, on a une respiration qui est un peu haletante, on a la fréquence cardiaque qui va augmenter, et puis surtout vous allez arrêter de pisser. Voilà. Si vous avez d'uriner. Pardon. C'est pareil. D'uriner, parce que à condition que le rein fonctionne bien, mais vous avez on a un mécanisme qui est bien fait, un organisme qui est bien fait. Si vous avez une déshydratation, eh bien l'organisme va fermer le robinet. Le robinet, c'est le rein, et donc du coup vous n'urinerez plus, vous n'aurez plus de miction. Voilà, là c'est bien dit. Professeur Françoise Forette. Cela dit, il ne faut pas oublier parmi les personnes à risque les SDF. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue à l'heure actuelle et qui restent à la chaleur, et eux ont payé un lourd tribut déjà en 2003 et ils risquent de payer un lourd tribut. Les migrants à l'heure actuelle que l'on voit partout sous des tentes en plein soleil, il faut faire très 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 attention à eux. Mais c'est vrai que les SDF, on y pense l'hiver, dans le froid
froid, Ouais. etc. Et on passe pas à la chaleur. Mais On c'est passe pas à la et chaleur. il y a des lieux d'hébergement qui sont ouverts l'hiver. Ouais. Et j'espère qu'il y en aura qui seront ouverts cet été aussi. Et je disais au début le ramadan, parce qu'on est dans une période assez particulière, parce que les gens qui font le ramadan, ils ne peuvent pas s'hydrater dans la journée. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il faut prendre des réserves à la fois en hydratation, donc il faut boire, et on boit la nuit, le matin avant l'aube, etc., pour avoir des réserves. Et il faut manger des plats qui soient des plats gorgés d'eau aussi. Donc c'est des fruits, des légumes, plutôt des plats froids aussi, parce que si vous consommez des plats chauds ou lourds en termes de digestion, eh bien ça va augmenter la température corporelle. Juste un truc tout bête, mais Isabelle en parlera sûrement, mais si vous faites des choses à cuire et que vous restez dans la cuisine, ça va encore augmenter la température. Donc il vaut mieux des choses qui soient autonomes en termes de cuisson, donc vous les mettez au four et vous partez de la cuisine. Allez.